c'est la valeur de la pixel. J, c'est l'indice. F, c'est la valeur. Et Z, c'est son étiquette. J'ai écrit ici. Ben, ils sont là. Hein. Vous avez, alors, je dessine en indé. Ça, c'est l'indice des pixels. L'indice, c'est J. J égale 1, 2, 3, jusqu'à N. Ça, c'est l'indice J. Vous avez la valeur de pixel qui est FJ, qui est une valeur entre 0 et 255, ou une valeur réelle, n'importe. Ça, c'est l'intensité. C'est la valeur réelle. Ensuite, vous avez son étiquette. Bah, c'est au même endroit. C'est son étiquette. Mais ici, les intensités, ça peut être un nombre réel, ça peut être de 0 à 255. Mais ici, les étiquettes, c'est, par exemple, s'il y en a deux matières, juste noir et blanc. Ou bien des régions. Non, alors, attendez. Les régions, c'est maintenant différent. Maintenant, imaginons que l'ensemble des pixels qui sont ici, ils ont tous la même étiquette. Alors là, ça va faire une région. Ça, c'est région RK. Ce que j'ai marqué ici, que j'ai bien juste effacé. La région RK, c'est l'ensemble des sites dont les étiquettes sont égales. C'est la notion de classe. Est-ce clair? Alors, puisque j'ai dessiné ça, on va dessiner effectivement donc on va dessiner ce qu'on appelle un modèle. Si je vais juste déplacer là. Donc, ici, je vais mettre les FJ. D'accord? Mais J, c'est l'indice. F, c'est la valeur. Ici, je vais mettre ZJ. La loi de probabilité de FJ dépend de ZJ. Maintenant, les ZJ sont indépendants et les FJ connaissant ZJ sont indépendants. Voici le graphe. Alors, maintenant, ce que vous étiez en train de dire, ce serait une situation où ici, on mettrait un lien. ZJ dépendrait de ZJ. Donc, la deuxième situation qu'on va étudier tout à l'heure, ça c'est le cas le plus simple pour lequel on va pouvoir faire des calculs. C'est aussi le plus aléatoire. C'est le modèle indépendant. C'est le modèle séparable le plus simple, effectivement. D'accord? Et maintenant, la deuxième situation qu'on va étudier tout à l'heure, ce serait la même chose. Alors, c'est là que le mot, ça, on est là. Mais par contre, maintenant, je vais mettre ici FJ, ici ZJ, mais chaque ZJ va dépendre de ses voisins. Donc ici, ZJ va dépendre de ses voisins. Je mets ici un lien. Ça devient. Alors, maintenant, pour ce cas-là, déjà pour ce cas-là, le calcul, c'est pas si évident que ça. J'ai démarré, donc je veux bien que vous continuez à pouvoir faire des calculs avec ça. Et pour ce cas, et c'est là qu'effectivement le modèle qui intervient, mais on va mettre un modèle markovien donc sur ZJ. Et comment faire un modèle markovien? On va dire que la loi de probabilité de ZJ va dépendre de ZJ-1 et ZJ plus 1. Monsieur, si ZJ dépend de ses voisins et ZJ dépend de FJ, donc FJ dépend de ses voisins, non? Non, alors, oui, FJ en absolu, il va dépendre de ses voisins. Mais FJ connaissant ZJ
peut les considérer. Oui, la notion d'indépendance, vous avez raison, donc remarquez ça. La notion d'indépendance, FJ connaissant ZJ sont indépendantes dans ce dessin-là, mais les ZJ sont dépendants. Autrement dit, la dépendance entre les FJ, je suis en train de le modéliser à travers la variable cachée ZJ. Mais le modèle plus sophistiqué, ça va être encore... Je vais dessiner le... Ça, c'était la suite des transparents. Je vais vous en parler. Mais après, après, vous pouvez avoir les deux autres cas. Donc ça, c'est le cas numéro 1. Le plus simple, ça, c'est le cas numéro 2. Et après, vous pouvez avoir le cas numéro 3, qui va être ça. Alors là, je suis obligé de dessiner un petit peu plus complexe. Eh bien, déjà ici, évidemment, donc, non, l'autre cas, le cas numéro 3, ça pourrait être ça. Mais, par contre, comme ça. Hein? C'est une situation qui pourrait exister. Et finalement, le cas numéro 4, qui va être plus sophistiqué. En fait, ici, ce n'est pas non plus très, très naturel. Hein. Moi, parmi les modèles que je maintiendrai, c'est 1, c'est 2 qui est ici. Vous nous expliquer le 4 Alors, ça veut dire que, en fait, il faudra que j'efface un certain nombre de liens pour que les choses aillent bien. Alors, imaginons que les pixels qui sont ici sont dans une classe, les pixels qui sont ici sont dans une autre classe, donc ça c'est z égale 1, z égale 2, et c'est là, z égale 3. Les pixels qui se trouvent dans la même région, les pixels qui sont dans région 1, indépendants des pixels de région 2, indépendants des pixels de région 3. C'est pour ça que j'ai effacé ça. Ça me semble raisonnable. De dire que tous les pixels qui se trouvent dans la région 1 sont indépendants des pixels qui se trouvent dans la région numéro 2. Ou toutes les autres régions. Mais par contre, lorsque je suis à l'intérieur d'une région, les ZJ sont dépendants. Les FJ sont dépendants. Mais les ZJ aussi. Alors, les ZJ aussi. Alors, ça sera le 4e cas. Évidemment, donc là, ça devient un modèle markovien sur F. Ça devient un modèle conditionnel markovien sur F. Et ben, le 4e cas, c'est effectivement la situation qui pourrait être comme ça. Voilà. Donc ici. Le 4e cas, ça pourrait être effectivement comme ça déjà. Mais alors, dans ce 4e cas, les ZJ aussi vont être dépendants. On peut faire des graphes encore plus sophistiqués. Donc, voici donc un 4e cas. Mais on peut en faire encore des choses plus complexes. Hein. Donc, suivant donc le cas 1, le cas 2, le cas 3 et le cas 4. Et on peut faire des schémas qui sont un petit peu plus complexes encore pour le cas plus sophistiqué, où on prendrait un point ici qui dépendrait aussi non seulement de ZJ, mais de ZJ-1, etc. Donc ça peut devenir comme des choses. Alors, ce que je viens de dessiner en 1D, imaginez en 2D.
En 2D, il n'y aura pas seulement donc 2 voisins, il y a les 4 voisins. D'accord? Donc vous devez pouvoir imaginer tout ça. Alors, on ne va pas pouvoir détailler tout ça, évidemment, ça c'est le résultat de plusieurs thèses depuis une dizaine d'années. Donc là, je vais essayer quand même juste de donner donc les points importants. Et en particulier pour le modèle. Alors pour le modèle numéro 1, je viens de vous le décrire, sommairement. Je ne suis pas allé jusqu'au bout des calculs, mais sommairement. J'écris la loi de Z. Après, vous pouvez écrire la loi de F connaissant Z. Après, vous avez cette expression-là, vous avez cette expression-là, vous avez cette expression-là, vous obtenez donc ça, d'accord? Et à partir de là, vous estimez à la fois θ, à la fois Z. Comment les estimer, comment calculer tout ça, on reviendra donc sur ça en détail. Et en particulier ici, on peut distinguer les choses en 2 étapes, estimation de θ, estimation de Z, et vous verrez qu'il va y avoir des algorithmes EM, Expectation Maximization, qui vont apparaître ici lorsqu'on va travailler avec les variables cachées. On parle des données complètes, des données incomplètes, etc. Donc, c'est la suite, ça se fait facilement, mais disons, les calculs se font plus facilement pour le cas qui est ici. Alors, ces méthodes-là sont parfaitement maintenant connues. Comme je vous ai dit, Google utilise cette technique de classification-là pour classer donc, des quantités gigantesques de données. Et alors, par contre, ce qu'on va pouvoir maintenant prendre en compte, c'est la notion de voisinage. Et les réseaux bayésiens et le voisinage, c'est là aussi que la notion, c'est de dire que, bon, toutes ces données-là, elles sont classées, mais les effets région, les effets de voisinage aussi, on voudrait bien le regrouper. Ça donnerait donc des algorithmes plus sophistiqués qui ne sont pas encore implémentés chez Google. Donc, si vous voulez gagner de l'argent, c'est une voie, effectivement, c'est une voie de recherche extrêmement active chez Microsoft et chez Google qui continuent à travailler sur ça. Il y a une dev maintenant. Hein? Oui. Mais nous, on a quand même pas mal développé jusque-là, sur ce modèle-là. Mais le problème, c'est que vous allez voir que les aspects calcul, ça devient assez coûteux. Et lorsqu'on a une quantité très importante de données à traiter, ce problème-là, ça devient ingérable. Aujourd'hui, les puissances de calcul ne permettent pas donc de faire des calculs exacts dans ce cas-là. Nous, on utilise cette technique-là pour des problèmes de tomographie 3D. Et tomographie 3D, ça veut dire quoi? À la limite, même si on a 1000 pixels, 1000, ça fait 10 puissance 9, ça fait pas beaucoup. Alors que Google, il brasse des données qui sont des tailles beaucoup plus gigantesques. Donc, ceci dit, cette méthode-là, même encore aujourd'hui, avec les moyens de calcul de GPU, etc., à peine on arrive à faire des traitements sur quelques heures des données de dimension 256 cubes, 512 cubes. Donc, c'est pourquoi je dis, il y a de l'espoir. Mais pourquoi on ne va pas mettre 2 ans pour... Ben oui, mais le problème, c'est que si Google, au moment où à chaque fois qu'il voudrait remettre à jour donc, ces données-là et ces classes-là, il va mettre 2 jours de calcul, ben, ça n'intéresse pas. Les calculs ici, ça peut se faire effectivement en quelques minutes. Donc, à chaque fois qu'il voudrait décider quelles sont les pages qu'il va vous envoyer à vous, il fera 2 minutes de calcul et la prochaine fois que vous vous connectez, il saura quels sont les sujets sur lesquels vous êtes intéressé et il vous enverra donc des informations. Mais pour faire la même chose avec ce modèle-là qui est plus sophistiqué, il mettrait quelques jours de calcul. Et c'est évidemment pour l'instant, il n'est pas prêt à. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Alors, déjà laissez-moi donc un petit peu de temps pour que je vous explique déjà la difficulté donc, de ce modèle. Alors, ce modèle-là, on était là. Le modèle séparable, on avait donc tout ce qu'il faut. Alors maintenant, le modèle qu'on appelle le modèle de Potts. Donc, je cherche à définir P de ZJ, P
P de Z, là. Donc, modèle séparable, on vient de l'écrire, mais modèle non séparable, qu'on appelle modèle de Potts-Markov, ou on appelle aussi le modèle de Ising généralisé. Alors, le modèle de Ising, c'était pour le cas binaire. Lorsque ZJ, Ising, c'était lorsque ZJ, c'était 0 ou moins, ou plus ou moins 1. Ça veut dire le cas binaire. Et lorsque ZJ appartient à classe 1 à K, effectivement, on appelle Ising généralisé, ou bien on appelle Potts. Alors, exactement, comment prend-on en compte? Il y a deux choses. D'un côté, quelle est la probabilité pour que ZJ soit égal à K? Ça, d'accord, alpha K, avec la somme de alpha K égale à 1. Et maintenant, le lien entre ZJ et ZJ moins 1, comment le prendre? Et ça s'écrit comme ça. P de Z proportionnel à exponentielle 2 moins, non, il n'y a pas moins, gamma fois quelque chose. Gamma, c'est le paramètre du modèle de Potts. Et la somme s'écrit comme ça, la somme sur J. Alors ensuite, on peut mettre une somme, s'il n'y avait qu'un seul voisin, on n'avait pas besoin de cette deuxième somme, mais lorsqu'il y a un voisin, je pourrais mettre I voisin de J. Cette deuxième somme se fait sur le voisinage de J. Et ici, on va mettre delta de ZJ moins K. ZJ moins ZI. Voilà. Alors, ça c'est une manière de l'écrire. Une deuxième manière de l'écrire, c'est que la loi de probabilité de ZJ va dépendre de ZI avec I appartenant au voisinage de J. Et ça, c'est proportionnel à exponentielle 2 moins gamma. Et cette fois-ci, il n'y a plus cette somme-là. Donc le reste, je l'écris. Et alors, juste pour que vous essayiez de comprendre, ce qui est ici, l'écriture c'est un petit peu barbare, mais c'est très simple en fait. C'est quoi? Vous êtes sur le pixel J et vous êtes en train de regarder ses voisins. Vous êtes sur le pixel J et vous êtes en train de regarder ses voisins. S'il n'y avait que deux voisins, ici, I aura seulement deux valeurs. Voisin avant et voisin après. En 2D, on prend des 4 voisins. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? En train de compter les nombres des voisins qui ont la même couleur que le pixel ZJ. Pourquoi? Parce que delta, c'est soit 1, soit 0. La somme, c'est en fait tout simplement ce qui est ici, c'est